Et pour parler des célébrations de l'Égypte, de l'inauguration du grand musée égyptien, ainsi que l'importance de cet événement et de ce musée pour les Égyptiens, le tourisme égyptien, pour le monde, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Ayman Sedrak. Vous êtes guide égyptologue. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors déjà, en tant que guide, alors je crois que vous avez des sentiments particuliers. Oui. Pour un tel événement. Oui. Décrivez-nous. En fait, nous, on était élevés dans l'ancienne école du musée du Caire, à la place Tahrir. Oui. Et c'est un musée qui était inauguré en 1901-1902. Et toujours, c'était l'école pour beaucoup des archéologues, beaucoup de guides. Et on a toujours des sentiments très profonds avec le musée qui était construit par Auguste Mariette. Après quelques temps, on a senti qu'il n'y a pas la place même pour faire passer le groupe. Beaucoup des experts ont dit que le musée est devenu comme une réserve pour beaucoup de pièces. Et après ça, il y avait l'idée avec Dr Farouk Hosni de lancer un grand projet, c'était le musée. Mais en fait, le musée, comme un musée, c'est une histoire de présenter une civilisation unique, c'est la civilisation égyptienne. Et ça, c'est une responsabilité grandiose, énorme. Parce qu'en fait, quand on réfléchit dans ce thème, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit dire. Mais aujourd'hui, après l'événement, après tout ce qu'on a vu hier, on peut dire félicitations pour l'Égypte, félicitations pour les Égyptiens, félicitations pour tous les gens qui ont travaillé dans ce travail, pour offrir pour le monde un minaret, honnêtement, de civilisation, une source qui va être unique toujours pour toutes les recherches, pour une civilisation unique. Il n'y a pas de mots, honnêtement, qui expriment la beauté du grand musée. Il n'y a pas de mots qui expriment ce travail, comment il est grandiose, comment il est un travail qui explique et qui exprime totalement le mot travail pharaonique. C'est ça l'événement. Et nous sommes très attachés, on a beaucoup d'émotions. On n'arrive pas à s'exprimer comme guide avec tout ce qu'on voit, avec toutes les salles. C'est ça. C'est-à-dire tous les Égyptiens sont très fiers, mais en même temps, j'imagine qu'un égyptologue ou bien un guide égyptologue, là, ça change tout. C'est-à-dire c'est une autre manière de voir les choses. C'est sûr. C'est sentimental plutôt. Le fait, si je commence dès le début, le fait de transférer les objets, surtout la statue colossale de Ramsès II, qui a été transférée de la place de Ramsès jusqu'au pied des pyramides, c'est un travail pharaonique aussi. Comment vous pouvez exprimer ce travail fait par les Égyptiens aussi? La statue, en origine, était trouvée à Mitrahina, à Memphis. Et après, elle était déplacée et restaurée à la place Ramsès, où se trouve la gare. C'était très connu pour tous les Égyptiens. Et ça, c'était dans les années 50. En fait, même la place s'appelait la place de la gare, mais il a pris le nom de Ramsès. Comme s'il y a une équation, je peux dire, intellectuelle dans le cœur égyptien, ce qu'on appelle la culture, qui fait que l'Égyptien, dès qu'il trouve une statue pharaonique, où il trouve, par exemple, son histoire, ou un thème de son histoire, il essaye d'oublier tout, et toujours il cherche à nommer avec le nom de Ramsès. La place est devenue la place Ramsès connue. Le nom nous montre que ça, c'est la plus ancienne place dans le monde. Comment? Parce qu'il garde le nom d'un roi qui datait de presque 13 siècles avant Jésus-Christ. Après ça, on a trouvé que, toujours avec la population qui a augmenté, et avec le métro, d'accord, il y avait beaucoup de vibrations sous sol. Et l'idée a commencé pour déplacer la statue. Mais beaucoup des experts dans le monde entier ont refusé de déplacer la statue. La statue était restaurée, un jour dans la jambe. Et en même temps, elle pèse la statue 83 tonnes en granit monolithe.
423 tonnes. Hein. C'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme. Et s'il bougeait, avec la restauration interne, parce qu'il y a des restaurations à l'intérieur, alors avec un petit mouvement, petite vibration, c'était très facile de perdre complètement la statue d'un roi qui était considéré toujours comme le plus grand constructeur du monde. C'est Ramsès II. Oui, c'est vrai. Et à la fin, on avait un grand professeur dans une agence égyptienne, d'accord, nationale, qui a pris en charge de déplacer la statue. Et il a étudié ça longtemps, jusqu'à qu'il a pu faire 2 cages qui portent la statue d'une façon ou d'une manière que quand il bouge, la statue peut absorber le mouvement. C'est-à-dire que la statue était suspendue avec 2 axes. Une cage qui entoure la statue, une autre cage, d'accord, de tous les côtés avec des axes. Alors il était suspendu. Et l'État a cherché un véhicule, un grand camion à 400 roues, pour déplacer la statue. Il était déplacé dans presque 15 heures, un peu plus. Et les Égyptiens ont accompagné la statue. Les paroles, moi j'ai vécu ça, les paroles étaient incroyables. Mon grand-père, les gens appelaient Ramsès II comme ça. Jusqu'à qu'il était posé à sa place. Et le musée à l'époque n'était pas bien fait du tout. Il n'était pas prêt du tout. Et ils l'ont posé. Aujourd'hui, l'accueil de Ramsès II à l'intérieur de la grande cour du musée, ça étonne, si je peux dire, ça choque même les touristes avec nous, d'accord, de la présentation, d'accord, majestueuse, stupéfiante pour Ramsès II, d'accord, à l'entrée du musée. Accueilli par Ramsès II lui-même. Exact. À la porte du musée. Exact. Alors franchement, ça fait frissonner, quoi. Oui, c'est le plus grand roi durant l'histoire qui a duré 5000 ans, même plus. Le plus grand constructeur, il t'accueille. Comme si il te dit bienvenue en Égypte. Ça, c'est l'entrée même. Bienvenue en Égypte. D'accord. On a suivi quand même hier les célébrations avec la statue. On a bien apprécié quand même sur les écrans des télévisions de tout le monde. Même. Là, il y a un autre trésor, le trésor de Toutankhamon. Oui. Alors, on sait très bien que dans l'ancien musée de la place El Tahrir, alors il y avait des centaines ou bien 2000 exact. 2000 qui étaient exposés. Aujourd'hui, nous avons plus de 5000. Exact. Alors, quelle est l'importance d'avoir une salle consacrée au trésor de Toutankhamon? D'accord. Laissez-moi commencer par même la forme du Grand Musée. La forme du Grand Musée, parce qu'on va aller de la forme du Grand Musée jusqu'à la salle à l'intérieur. La forme du Grand Musée, c'est une pyramide. C'est une forme pyramidale. On avait le grand bureau Bengen, qui était l'architecte, d'accord, asiatique, qui a fait ce qu'on appelle le design à l'extérieur. Après, il y avait M. Martin Piste, l'anglais, qui a fait un mix en respectant, un mélange en respectant la place, la lumière et l'ombre. Il a travaillé sur ces 3 thèmes. Alors, quand ils ont cherché à faire une forme pour le musée qui fait à peu près 500 000 m², considéré comme le plus grand musée dans le monde entier, ils ont fait une forme pyramidale, à condition que toutes les salles, parce que c'est une pyramide, on rentre presque du sommet. Et on a en face la base c'est divisé par 6 grandes salles. Chaque salle c'est presque 7500 mètres. Alors, et même plus. Alors, chaque salle se termine par une façade qui donne sur la pyramide. Cette façade fait la longueur de 600 mètres sur la hauteur de 45 mètres en vitre. Alors, la hauteur, c'est 45 mètres.
Alors, en fait, le musée a été ouvert partiellement pour quelques salles. Oui. La grande cour au début, pour la statue de Ramsès II, après les grandes marches ou les grandes marches ou les grandes estrades, si on peut dire, où il y a presque 72 pièces. On parle de pièces qui pèsent 50 tonnes, 60 tonnes, des sarcophages, des sphinx, la tête d'Akhenaton, statue d'Hatchepsout, Sénocerte, de toutes les périodes. Et en fait, c'était une idée géniale. C'est par ordre chronologique, si je ne me trompe pas. Oui, mais chapeau pour les gens qui étaient derrière ça, parce que toujours dans la tête, j'avais une question. Les salles montent en allant en haut. Avec les gens âgés, avec les gens qui vont visiter, c'est très très fatigant de monter les 6 salles. Ils ont fait une salle au milieu, c'est la salle des grandes estrades, avec toutes les possibilités, avec des escaliers électriques, avec ce qu'on appelle comme des ceintures roulantes. Et ça te fait monter facilement et doucement. Après, le sens de la visite est plus facile, parce qu'on choisit la salle et on descend. On a inauguré 3 salles à gauche de cette salle, d'accord, pour l'histoire préhistorique, commençant des objets qui commencent 700 000 ans avant Jésus-Christ. Un hache qui était fabriqué par un ancien Égyptien, jusqu'à qu'on arrive de l'autre côté, en passant par l'Ancien Empire, Nouvel Empire, Moyen Empire, Ancien Empire, Moyen Empire, Nouvel Empire, et après, on a, à la fin, la période grecque, la période romaine. Il y avait les 2 autres salles à droite, salle pour Toutankhamon, et ça c'est notre sujet maintenant, une autre salle pour la barque solaire. Bon, est-ce qu'on peut retarder de parler de la salle de Toutankhamon après présenter un petit reportage sur l'ouverture du grand musée égyptien qui a attiré l'attention du monde entier, notamment avec l'exposition inédite des pièces archéologiques jamais dévoilées auparavant, dont la célèbre collection de Toutankhamon qui fascine le public depuis un siècle. Monsieur Ayman Sedrak, je rappelle que vous êtes guide égyptologue. Là, on vient de suivre le reportage sur le trésor de Toutankhamon et ce que vous allez expliquer. Alors, on a la salle de Toutankhamon sur 7500 mètres carrés. Il y a plus de 5000 pièces. Selon quelques statistiques, c'est 5398 pièces qui étaient exposées pour la première fois depuis qu'on a découvert le tombeau, le 4 novembre 1922. Cet événement seul, le monde entier s'arrête devant cet événement. En fait, Toutankhamon, son histoire, c'était seulement comme roi 9 ans. Mais les pièces qu'il les a laissées, le tombeau qui était toujours bien découverte, intacte, elle n'était jamais pillée par Howard Carter, financé par Lord Carnarvon. Et ils ont passé 4 ans en faisant des fouilles pour chercher, ils n'ont rien trouvé. Quand ils ont pris la décision d'arrêter, ils ont trouvé la première marche avec un gars qui s'appelait Abdelrassoul. Et ils ont trouvé la première marche pour un tombeau qui reste un tombeau incomparable et imbattable. En fait, on a les objets connus, les plus célèbres, c'est le masque. Le masque Toutankhamon, c'est un masque qui fait presque 11 kg avec des pierres précieuses. Si on essaie de compter les petites pièces, ça va aller à 5000 pièces. Des pierres précieuses et semi-précieuses. La technique de comment c'était fabriqué le masque est inconnue jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est encore pour les chercheurs. C'est un thème très très compliqué parce que cette forme de masque ne peut pas être fabriquée dans un moule. Seulement s'il était divisé par 2, le visage, d'accord, et le dos. Avec un masque qui fait base 40 cm, hauteur presque 59 cm,
profondeur 39. Alors, en fait, si on dit que c'était fabriqué sur 2 moules, comment ils ont soudé? Il n'y a pas de traces, comme si c'était laser. Alors tout ça, c'est des questionnaires qu'on écoute toujours de tous les experts du bijou dans le monde entier, qui viennent souvent pour voir seulement le masque. Déjà, c'est un miracle. C'est au niveau... Ou un génie. Oui, au niveau de la technologie, c'est un miracle entier. Encore, quand on essaye de mettre le masque dans l'histoire, Toutankhamon était entre 1332 et 1323, son règne, et on dit qu'ils ont fabriqué ce masque avec cette technologie à cette époque. Ah, ça c'est vraiment un miracle. Après, on a le trône et on a les 2 cercueils. On a un cercueil qui fait 110 kg en or pur. L'or utilisé, c'est 24 carats. Il faut encore qu'on cherche comment ils ont découvert l'or. Comment il fait les extraits de l'or de la pierre. C'était avec des bassins, et avec plusieurs bassins, et avec de l'eau. Et ils rendent l'or avec la poussière en poudre, et après ils passent l'eau d'un niveau à l'autre. Et chaque niveau avait un bassin jusqu'à qu'il arrive à la poudre même. Et après, il fait fondre l'or. Et après, il fait fabriquer. L'épaisseur du masque Toutankhamon, l'épaisseur de l'or, c'est harmonique dès le début jusqu'à la fin. Ça ne se fait pas même avec les machines aujourd'hui. La symétrie qui respecte ce qu'on appelle le nombre d'or, les taux, même les fractions de nombre d'or, elle existe dans la statue. En fait, c'est un travail où s'arrêtent les cœurs, s'arrête la langue. Les langues devant ce travail miraculeux. Encore on a le trône de l'État. On a le trône de Toutankhamon avec sa femme, Ankh-Esen, Amon. Et ça montre une scène, d'accord, qui montre comment il y avait l'égalité entre hommes et femmes, comment il respectait. S'il a mis la scène avec sa femme sur le dos du siège, d'accord, sur le fond du siège, devant le monde entier, alors c'est l'égalité. C'est l'égalité à cette époque. Ça, c'est la civilisation égyptienne. À part ça, il y a des milliers de pièces. Au musée, à la place Tahrir, il y avait 2000 pièces. Aujourd'hui, on a plus de 5000 pièces et très bien exposées. Très, très bien exposées. D'accord? Ça, c'est pour la salle de Toutankhamon. Et la salle de Toutankhamon a pris une grande valeur à cause des histoires qui ont entouré la découverte, d'accord, la malédiction par exemple. Tout ça, c'était encore Howard Carter, il a dit qu'il a trouvé une phrase qui dit que la mort va frapper la personne qui va déranger le roi. La mort avec ses ailes va frapper, exactement. Et on a compris plus tard que c'était pas une malédiction. Mais à l'époque, tout ça a fait peur le monde, en même temps la quantité d'or qui était trouvée, en même temps les 4 grands catafalques. Catafalques, c'est très grandes boîtes, l'une dans l'autre, couvertes par de l'or presque de 12 à 18 carats, avec le lapis lazuli, avec beaucoup de pierres, et comme si c'était blindé de l'extérieur et de l'intérieur avec l'or. Et quand on regarde comment ils ont fait rentrer les boîtes à l'intérieur, c'est impossible. C'était un travail en chaîne, c'était des pièces. Et même quand ils rassemblent les pièces, on trouve des petits corniches, des petits trucs qui couvrent, d'accord, les limites entre les pièces pour qu'on sente que ça c'est une pièce monolithe ou unique. On va laisser le reste de cette, comment on dit, cette histoire magique concernant le trésor de Toutankhamon pour le musée même, parce qu'il faut aller visiter pour regarder, apprécier et toucher avec les yeux. C'est vrai. Je vais présenter un autre reportage, mais concernant les aéroports internationaux du Caire et de Sphinx, qui ont connu une activité aérienne exceptionnelle à l'occasion de l'inauguration du Grand Musée égyptien. Depuis la salle des opérations de l'aéroport de Sphinx, le ministre de l'Aviation civile, Dr Samih Al-Haifni, a suivi en temps réel le déroulement des opérations dans les 2 aéroports.
Monsieur Ayman Sedrak, je rappelle que vous êtes guide égyptologue. On a beaucoup de choses, bien sûr, vous avez beaucoup de choses à dire Oui. sur le musée, les statues, les pièces qui sont exposées. Et comme je viens de dire, il faut aller pour voir et toucher et tout ça. J'aimerais bien parler de... voilà, on parlait tout à l'heure dans le reportage des aéroports et les invités, les gens qui sont venus de partout dans le monde. Je donne un chiffre, 79 délégations étrangères, dont 39 représentées par soit des rois, des chefs d'État, des premiers ministres, des princes. Voilà. Comment vous voyez cette présence de la part des dirigeants du monde? En fait, ils ont bien compris, tous avec tous nos respects pour les présidents, les rois, qu'on avait l'honneur de les accueillir en Égypte avec notre cher président Sisi. Ils ont bien compris que l'Égypte a mis en valeur pour la première fois ses pièces. Parce que le musée est vraiment vaste. Il y a 100 000 pièces. Il y a Ramsès II qui nous accueille avec une petite fenêtre en face qui donne la lumière sur le visage comme Abou Simbel qui éclaire son visage. Alors les pièces étaient mises en valeur. On a très bien exposer notre civilisation. C'est le plus grand musée qui raconte l'histoire d'une civilisation qui est le noyau, si je peux dire, de toutes les civilisations sur la Terre. C'est le plus grand musée dans le monde qui raconte l'histoire d'une seule civilisation sur 500 000 mètres carrés. Il y a toutes les possibilités à l'intérieur, il y a des cafés, il y a des théâtres, il y a de tout, d'accord? Alors, parce que la visite est vraiment, ça prend beaucoup de temps. Alors, mais tout ça c'est bien organisé pour prendre un peu du temps pour tout. Alors c'est prévu à un hôtel en plus. Ah, exact. C'est-à-dire que vous rentrez un site pharaonique et vous êtes accueilli par un roi. Et après tout ça, encore comme si vous êtes rentré dans un pays où il y a toutes les possibilités pour vivre à l'intérieur. Et quand on rentre au Grand Musée, on trouve une maquette qui nous montre que la base du musée, la fin toujours des vitraux devant nous, des vitres, pardon, qui montrent les pyramides, côté à droite, donne sur le centre de la pyramide de Mykérinos, côté gauche, le centre de la pyramide de Khéops. Au milieu, c'est le centre de la pyramide de Khafren. Et nous sommes à 2 km loin de la pyramide avec une passerelle ou un passage qui passe jusqu'à la pyramide pour les visites. Avec des statues des deux côtés. Avec des statues de côté. Oui. Les grands strades racontent toujours la vie du roi, ses croyances. Et ça se termine par les sarcophages. Et après, ça se termine par la maison éternelle. C'est la pyramide en face. Il y a une grande philosophie. L'ingénieur anglais Martin Piste, qui a travaillé sur ce qu'on appelle la forme ou le design, intérieur design, le design intérieur, il a travaillé, comme on a dit, sur la place. Il a bien vu la géographie, la topographie du site. Il a travaillé sur l'ombre, la place, l'esprit de la place et la civilisation pharaonique. Il a fait un mélange incroyable entre la technologie moderne et en même temps en respectant la civilisation égyptienne. Alors la forme du musée, du premier coup, dès qu'on rentre, même les dalles, c'est en pyramide, même les dalles, même les piliers, même les colonnes, d'accord? En fait, on a tout l'honneur de féliciter tous les Égyptiens et le président et encore la stabilité politique qui nous a amené à tout ça. Cet événement, c'est un événement qui arrive après 123 ans de l'inauguration de l'ancien musée, mais c'est le plus grand événement éducatif, intellectuel, pour les recherches. Il n'y a pas de mots qui expriment vraiment la beauté de cet événement et comment les Égyptiens sont fiers, mais tout le monde sur la planète entière
on dit pour eux, vous êtes les bienvenus pour visiter la plus ancienne civilisation, le berceau de la civilisation mondiale. Et comme on dit toujours, l'Égypte est arrivée et après l'histoire est écrite. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Ayman. Je rappelle que vous êtes guide égyptologue. C'était vraiment un plaisir de vous entendre. Un plaisir partagé, très intéressant. Merci. Et voilà, le message, c'est que si vous voulez vraiment apprécier de près, il faut aller visiter le grand musée égyptien qui a été inauguré officiellement pour tout le monde dès hier. Je vous remercie beaucoup. Très très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.